Serge. Bonjour Fanny Mouton. Bonjour. Vous êtes directrice du Quantique chez OVH Cloud et cofondatrice de France Quantum, c'est ça? Exactement. Et c'est rare que deux Valérian échangent, mais voilà, Valérian GS qui est en face de moi, cofondateur, CEO de Candela. Bonjour. On est bon. Salut Valérian. On va pouvoir lancer, on est bon. Fanny, avant de parler de Quantique, quel est votre rôle, ton rôle, on va se tutoyer, chez OVH et comment tu t'es intéressé au Quantique? Alors moi, l'histoire du Quantique, ça a démarré j'ai remis le nez en 2017-2018 dessus pour faire une conférence de vulgarisation sur le Quantique avec Olivier Ezrati. Et puis, on a préparé cette conférence et on a rencontré des gens extraordinaires. Du coup, on a continué en faisant des podcasts et lui en écrivant un livre sur comprendre les technologies quantiques. Et entre-temps, je suis rentrée chez OVH Cloud pour m'occuper du Startup Programme. Et de là, on a monté un Startup Programme dédié aux startups du quantique et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses dans le cloud avec OVH Cloud et ses startups. Et du coup, on a commencé à déployer d'abord des émulateurs quantiques, donc des logiciels qui simulent le comportement des ordinateurs quantiques. Maintenant, il y en a 9 en ligne. Et là, maintenant, on commence à regarder comment déployer les ordinateurs quantiques, vraiment les rendre accès à distance, comme on le fait pour du GPU ou du CPU ou d'autres types de serveurs. On expliquera tout ça, effectivement. Peut-être que tout le monde est expert ici, peut-être que ce sera moi le moins expert, donc il va falloir m'expliquer à moi. Mais merci beaucoup, Fanny. Valérian, présente-nous Candela. Candela, c'est une start-up issue des laboratoires du CNRS et de l'Université Paris-Saclay. Parce que nous, en fait, on a attaqué le quantique par les laboratoires avec mes cofondateurs. On a développé une technologie qui rend possible la fabrication d'ordinateurs quantiques en manipulant la lumière. Donc Candela, la chandelle quantique, c'est là où on a fondé cette compagnie en 2017 avec la vision de dire on peut fabriquer des ordinateurs quantiques photoniques, donc basés sur la manipulation de petits grains de lumière, des photons, dans des machines maintenant qu'on a commercialisées. La première ordinateur quantique 2023, c'est chez OVH et qui est maintenant en production. C'est quelque chose en plus dont on peut discuter, c'est news d'aujourd'hui. Et puis, avec tout ça, on a commencé aussi à travailler sur tous les logiciels, certains qu'on a mis chez OVH pour émuler les ordinateurs, tous les logiciels aussi pour connecter avec de l'intelligence artificielle, donc une grosse entreprise. On compte à peu près 130 personnes maintenant, la plupart basées en France, mais on a aussi des équipes en Allemagne, au Canada, en Corée du Sud, donc très international. Est-ce qu'on arriverait à peut-être commencer par ça? Mais c'est quoi le quantique? Valérian, une définition rapide? En fait, le quantique, c'est une nouvelle façon de faire des calculs qui est très très différente de ce qu'on sait faire traditionnellement avec des bits classiques, donc des 0 et des 1, avec des transistors qui s'ouvrent et qui se ferment comme, c'est ce qu'on connaît par nos ordinateurs aujourd'hui. C'est ce qu'on est et ça marche très très bien pour un certain type de calcul. Pour certains types de calculs, par contre, c'est très difficile de les mettre sur ces ordinateurs-là. C'est ce qu'on appelle des calculs exponentiellement difficiles. Et en fait, on s'est rendu compte que en utilisant la mécanique quantique, donc la manipulation de particules quantiques comme des photons, des atomes ou des électrons, on pouvait utiliser deux ingrédients fondamentaux, la superposition d'états et l'intrication. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grâce à ces deux piliers, mathématiquement, on pouvait ensuite résoudre des problèmes avec un avantage exponentiel. Donc, par exemple, dans l'optimisation, le problème logistique, on prévoit que l'ordinateur quantique va résoudre des problèmes exponentiellement plus rapidement. Donc, c'est en cours. Aujourd'hui, on est sur des premières générations de machines. On a à peu près une centaine d'ordinateurs quantiques disponibles dans le monde. Candela en a mis certains, d'autres concurrents, d'autres acteurs ont mis d'autres ordinateurs. Mais on est encore dans une phase de développement pour justement pousser la technologie. Et pourquoi OVH a acheté un ordinateur quantique du coup, Fanny? Alors, c'est une bonne question. On a déjà acheté un premier ordinateur quantique et d'ailleurs donc à Candela, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On avait besoin de faire de la R&D, de comprendre, parce qu'un ordinateur quantique, c'est pas un ordinateur classique. Donc, comment est-ce qu'on va mettre ça un jour dans un data center? Fallait qu'on regarde comment ça se comporte. Candela avait une machine qui était d'une taille qui peut rentrer dans un data center, parce que on va voir que certains types de machines vont avoir la taille peut-être d'un building pour certaines des technologies. C'était aussi pour aider une start-up française, Octave Clabal, fondateur d'OVH, tient vraiment à soutenir l'écosystème quantique français. On a 6 types d'ordinateurs quantiques différents qui sont déployés en France avec 6 start-up. C'est assez unique au monde et c'est un gros avantage. Et en Europe, on a vraiment
un noyau dur de création d'ordinateurs quantiques. Donc, on est dans une course où on peut financer. Et donc, en tant qu'industriel, investir aussi, ça permettait de les aider à faire une levée de fonds et d'avoir un premier client. Donc, c'est aussi un choix stratégique pour aider. Et le dernier, c'est qu'on a pu faire de la R&D. Et aujourd'hui, on a annoncé donc... on peut faire de la QRNG, de la génération de nombres aléatoires quantiques avec seulement 2 qubits, donc pas beaucoup de qubits, mais ça permet vraiment d'avoir une meilleure entropie. Ça nous a permis d'améliorer les aléas dans nos certificats SSL. Du coup, on a amélioré tous les certificats SSL pour tous nos clients. Donc, c'est vraiment un cas d'usage B2C pour le coup, assez original, mais qui permet en tout cas d'utiliser cette machine et de faire des choses. Valérian, je veux bien avoir quelques cas d'usage, justement, le terme est employé, pour comprendre justement où en est le quantique aujourd'hui en France. Alors, effectivement, les ordinateurs quantiques, maintenant et plus tard, ça va être utilisé pour 3 grandes catégories de problèmes. Donc, l'optimisation, j'en ai parlé. La simulation de nouveaux matériaux, simulation de molécules complexes qu'on ne sait pas forcément simuler. Comment est-ce que demain la pharma va pouvoir modéliser des nouvelles molécules et des nouveaux médicaments très rapidement? L'ordinateur quantique apportera les outils pour ça. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle finalement l'intelligence artificielle augmentée. Est-ce qu'on prévoit, et là c'est peut-être plus immédiat mais aussi plus débattable, on prévoit finalement qu'une nouvelle génération de machine learning, d'intelligence artificielle qui va se faire sur des ordinateurs quantiques. Là, aujourd'hui, on a une grosse révolution qui s'opère sur des cartes graphiques, GPU, NVIDIA. Je pense que demain, l'intelligence artificielle industrielle va aussi bien fonctionner sur des ordinateurs quantiques. On a commencé à le voir avec BMW, par exemple. Donc, pour être un peu plus concret, on va travailler avec Total Energy pour modéliser le comportement de nouveaux polymères, par exemple. Donc, c'est purement numérique, c'est de la simulation, mais on vient combiner finalement des techniques d'intelligence artificielle et de la chimie pour les aider à développer ces techniques-là. Dans le domaine de la cyber, on va aider Orange à développer des nouvelles techniques de cybersécurité pour mieux se protéger d'attaques de malware. Et puis avec OVH, on vient renforcer les outils cryptographiques sur l'hébergement des sites web. Donc c'est assez varié. Ça va vraiment sur des usages, on va dire plutôt B2B, mais large spectre. Sur l'IA, c'est quoi? C'est pour que je comprenne, c'est de permettre à l'IA d'avoir une puissance de calcul bien supérieure? Non. Typiquement, aujourd'hui, faire de l'IA performante sur des modèles de finance ou de santé, où donc très peu de données pour entraîner les modèles, c'est compliqué. Parce que les modèles, on n'arrive pas, il faut énormément de données pour les entraîner. Avec du quantique, on s'est rendu compte qu'on pouvait entraîner des modèles avec beaucoup moins de données et finalement pouvoir faire de l'intelligence artificielle dessus. Donc avec Crédit Agricole, on a montré qu'on pouvait avoir des performances augmentées de entre 5 et 7% pour finalement les aider à automatiser leurs données. Je vulgarise, mais c'est à peu près ça. Fanny, je voyais... Non, c'est une accélération de l'apprentissage. En tout cas, le quantum machine learning, il y a des gros espoirs là-dessus. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment des nouveaux chemins de calcul. On parle aussi de calcul hybride ensuite, c'est-à-dire d'avoir un bout sur du HPC et un bout sur du quantique, parce que les deux vont être complémentaires. C'est plus un peu comme on parle de QPU, on parle de GPU, ça va se connecter et on va pouvoir travailler aussi ces algorithmes en hybridation et pas forcément qu'avec de la force brute quantique. Et ça, c'est aussi quelque chose à comprendre. On voit plein de nouveaux chemins en train de se créer et il y a beaucoup d'espoir là-dessus. Ouais. Alors, quel nouveau chemin justement encore? Dites-moi, Fanny. Moi, j'aime bien dire qu'on vise la Formule 1, des choses qui vont faire des gros calculs très très rapides, et qu'actuellement on a les cartes. Et Charles Leclerc, il a déjà dû faire 15 ans de cartes avant de passer à un peu plus gros. Et là, on a les cartes, et ils sont accessibles justement à des prix. Donc, ce sont tous les émulateurs et les petits ordinateurs quantiques, puisque moi j'aime bien les appeler comme ça, même si certains disent non, mais ça y est, ils sont gros, on a 100 qubits. On n'est pas encore à la puissance estimée. On se dit qu'on aura une pleine puissance d'ici 15 ou 20 ans. J'aime bien rappeler aussi qu'il y a 30 ans, quand j'ai une vingtaine d'années, c'était le début des images de synthèse. Je me disais, un jour, on aura des films de science-fiction intégralement en images de synthèse. 30 ans plus tard, je me sens toujours pas trop vieille, mais par contre, ça y est, on les fait. Et donc, quand j'entends 30 ans, le quantique, c'est loin, on va pas investir maintenant, j'ai envie de leur dire, les gars qui investissaient dans les films et dans les images de synthèse il y a 30 ans, ils ont osé. Je pense qu'il faut pas rater ces gaps-là. Et voilà. Donc, on a tout un cheminement qui est
L'apprentissage, il faut revoir les mathématiques. Tous les algorithmes sont différents, c'est des maths linéaires qu'on doit mettre dedans. Donc il faut prendre ces cas d'usage. Et on sait que c'est sur optimisation et simulation en général. Il faut avoir des équipes de R&D qui bossent là-dessus. Il faut commencer à coder, à voir comment ça se comporte sur les différents types d'ordinateurs quantiques. Parce que là, vous savez que votre iPad et votre téléphone et votre ordinateur, c'est sur du silicium. Mais là, on a encore ce choix technologique. Est-ce que ce sera une techno, les atomes, les photons, ou est-ce que ce sera plusieurs technos qui vont merger pour obtenir le meilleur ordinateur quantique? On ne sait pas encore. Et du coup, pour l'instant, il faut coder sur différents types de plateformes. On doit uniformiser ces plateformes pour trouver un code qui va bien. Donc, il y a plein de choses à faire, il y a plein de métiers. Mais on commence à voir donc des cas d'usage qui sortent. Et nous, on a aussi un nouveau partenariat là, qui a été annoncé. C'est avec l'ESA, avec l'Agence européenne spatiale, pour pouvoir analyser toutes les données de la Terre dans le projet Destiny. Il y a plein de choses à faire en optimisation de toutes ces données de la Terre, de ce jumeau numérique, pour optimiser ou simuler des choses. Ça va du positionnement des vaches dans les champs au risque de crues dans les rivières ou du placement des antennes 5G ou 6G pour plus tard dans le futur. Valérian, Fanny disait effectivement, on se projette 10-20 ans pour une pleine puissance de calcul, peut-être même 30 ans. Comment on fait côté Candela pour financer et on est sur des temps très longs pour que la R&D puisse être financée? Alors effectivement, Candela, on n'a pas une activité rentable pour le moment, donc on est obligé de passer par des étapes obligatoires qui sont les levées de fonds. On a la chance d'avoir la BPI au capital et qui nous soutient, et puis d'autres fonds français, européens qui nous soutiennent. Donc jusqu'à maintenant, on a levé 65 millions d'euros. Il faudra lever encore beaucoup plus pour passer les prochaines étapes, donc ça c'est important. Deuxième chose qui est vraiment évidemment important, c'est la commande publique et privée. C'est l'idée de dire aujourd'hui, il ne faut pas attendre que le produit fini soit sur l'étagère, il faut participer au développement de ce produit. Donc c'est ce qu'on fait par exemple avec le ministère des Armées en France. On est dans un programme qui s'appelle Proxima, donc financé par France 2030, qui nous permet finalement de travailler sur l'élaboration de l'ordinateur quantique qui sera utile au ministère des Armées, mais qui sera livré qu'en 2030. Donc ça, c'est un programme qui est structurant, qui nous permet de travailler sur la durée avec les équipes du ministère des Armées, de comprendre leurs attentes et de leur expliquer en quoi la machine va y répondre. D'anticiper un futur ROI, en fait. Oui. Ouais, et c'est là où je voudrais revenir à la Formule 1 et aux cartes. C'est pour les grands industriels, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas encore ces clients-là arriver très vite, en particulier en France et en Europe. Dans d'autres pays, ça ose un petit peu plus. Il faut commencer à monter ses équipes et être prêt à piloter la Formule 1, parce que sinon, il va falloir encore acheter les pilotes et l'équipe du continent d'à côté. Donc, moi, je pense que c'est important d'investir et de soutenir qu'on ait nos propres véhicules aussi, quoi. Il faut commencer à les financer, il faut qu'ils aient des clients. Et c'est un choix stratégique des industriels d'aller sur ce sujet-là et de commencer à réfléchir. C'est pour ça qu'on a des industriels qui commencent aujourd'hui à mettre le pied dedans. Et puis avec eux, on fait du co-développement. Donc on va d'abord co-développer les algorithmes et puis après, on va essayer de co-développer les machines avec eux pour faire en sorte que quand la technologie sera disponible, on aura juste à la livrer et la brancher et eux seront opérationnels dessus. Donc pour tous les grands groupes pharma, chimie, cyber, n'importe, tous les grands groupes industriels qu'il peut y avoir ici, il faut commencer à se mettre au quantique pour que le coût global, en fait, en commençant maintenant, le coût global du projet sera largement inférieur à ce qui serait si on commençait en 2030. Ça, c'est important de bien le comprendre. Ça. J'allais vous demander justement comment un acteur, un entrepreneur, un industriel peut aujourd'hui s'intéresser, par où commencer en fait sur le quantique. On commence comment? On vous contacte? Voilà, on est là pour ça. Donc chez OVH, il y a un catalogue avec plusieurs technologies disponibles. Nous, on a la technologie photonique où on peut fournir un accompagnement dédié là-dessus. Mais je pense qu'on est en train de... Tout l'écosystème se structure pour fournir les meilleures solutions pour les industriels. Ouais, et je pense qu'on commence à avoir vraiment deux façons de faire. Il y a vraiment ces grands groupes comme Total, EDF, qui ont vraiment la R&D implantée, ou Airbus, donc qui ont déjà des équipes qui bossent, des petites équipes qui bossent dessus depuis des années. Je crois même que chez SAP, il y a une personne qui bossait depuis 15 ans et ça commence à sortir du bois. Et puis, il y a ces groupes qui font pas de la R&D comme ça, mais qui, par contre, du coup, vont bosser avec des startups qui savent bosser sur des cas d'usage développés et qui vont aller travailler sur les infrastructures de ces startups.
Avant de conclure, j'ai une dernière question sur quelle est la place sur le quantique, la place de l'Europe, de la France et de l'Europe face aux géants du monde entier? On se situe comment? Alors, au niveau académique, l'Europe est au même niveau que les États-Unis. On a toujours tendance à vouloir se comparer à nos amis américains. Après, là, au niveau développement industriel, on commence à voir que les États-Unis vont vite. L'Europe, on est encore un petit peu, je rebondis sur une interview de Bruno Le Maire il y a quelques jours qui disait que l'Europe, on était encore trop dans le process administratif, on prenait encore beaucoup de temps de la concertation. Et finalement, quand on s'attaque à des sujets technologiques et industriels, c'est plus pénalisant la concertation parce qu'on prend du retard plutôt que de saisir les opportunités. Je pense que sur le quantique, on a une belle opportunité à saisir, on a des industriels à faire grandir, on a une place à prendre. Il faut la prendre maintenant parce qu'en 2028, ça sera trop tard. Fanny, le mot de la fin? En plus, il y a un cloud provider pour avoir accès à ces. On a décidé en tout cas d'aider tout l'écosystème européen à être accessible facilement. Et je pense qu'il ne faut pas rater le coche, en effet, de regarder ce qui peut se faire. Parce que on a le hardware, on a le software, hein, donc on a les machines, on a les logiciels. Et on a pour tout ce qu'il faut pour s'y connecter sans avoir forcément besoin d'acheter, d'investir de trop. Donc il faut commencer à tester. Merci beaucoup, merci Fanny et merci Valérian d'avoir été avec nous pour cette séquence sur le quantique. Aujourd'hui, on passe maintenant à la conclusion et j'accueille Julien Noronha.